Chers téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour. Nous voici à nouveau pour un nouvel entretien. Entretien qui reçoit aujourd'hui comme invité monsieur dont on ne présentera plus peut-être, parce qu'il est très connu dans les milieux universitaires. Alors, l'émission, comme nous l'avons toujours rappelé, c'est une émission qui se veut un travail de mémoire, un travail de devoir de mémoire. En même temps, il se veut aussi un dialogue intergénérationnel, parce que nous l'avons toujours dit, le travail mémoriel aussi est porteur d'une dynamique de transmission, alors de reconnaissance et surtout de prévention. Mais ça doit s'articuler, n'est-ce pas, avec l'exigence critique de l'histoire. Et le monsieur que nous recevons aujourd'hui en est un historien émérite. Alors, le travail de l'histoire, il est important pour ce genre d'exercice parce qu'il permet, alors, avec sa rigueur, de mieux objectiver les faits, alors de mieux, n'est-ce pas, les dépouiller, alors des scories éventuelles, et n'est-ce pas, pour justement, alors, essayer de dépasser les enjeux mémoriels. Michel Ndao, on va, donc pour ne pas le nommer, Mor Ndao, de son vrai nom, est professeur titulaire des universités. Il est directeur de l'école doctorale Études sur l'homme et la société, ED Ethos de UCAD, Université Anta Diop. Monsieur Ndao, il faut le rappeler, ancien directeur d'école. C'est un honneur de recevoir Monsieur Ndao, dont la connaissance remonte il y a quelques années à l'école normale, supérieure dans les années 90. Monsieur Ndao, bonjour. Bonjour, chers collègues, M. Bey. C'est toujours un honneur de retrouver un ancien collègue. Et permettez-moi de vous féliciter pour cette heureuse initiative de Canal Éducation dans son entreprise de diffusion du savoir et de la connaissance, mais surtout de vulgarisation. Parce que nous sommes des enseignants-chercheurs, nous faisons de la recherche, nous sommes dans l'académie et notre mission, c'est de partager la recherche, la valorisation de nos recherches. C'est pourquoi je me retrouve ici avec ravissement en tant qu'universitaire, mais en tant que professeur de lycée, de collège, mais en tant qu'aussi un vieil instituteur aussi. Merci. Très bien, bien dit. Donc, M. Ndao, ce que nous réunissons aujourd'hui, c'est la question des tirailleurs. Une question qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Nous revenons sur cette question pour, n'est-ce pas, essayer d'éclairer les zones d'ombre pour que, avec les séries d'émissions que nous comptons faire avec vous, donc celle-là est la première, nous parlerons, n'est-ce pas, de la genèse, des origines jusqu'à la Grande Guerre. Nous passerons à la deuxième émission qui sera consacrée aux études de cas, notamment certains tirailleurs, alors iconiques, Ahmed Sy, alors Moustapha Fall, Abdoulaye Ndiaye et autres. Ensuite, pour la troisième émission, nous ferons maintenant le bilan alors, de la participation des tirailleurs dans les deux guerres et maintenant les perspectives pour, n'est-ce pas, la marche vers l'indépendance, etc. Alors, M. Ndao, la question qu'on voudrait d'abord vous poser est de savoir dans quel contexte alors les tirailleurs ont vu le jour et quelles en étaient les raisons et les motivations. Merci, M. Bey. Je dois dire que la création du bataillon des tirailleurs sénégalais, disons, c'est fait dans un contexte bien particulier où le Sénégal passe la colonie, passe d'une économie
basée sur la traite atlantique à des perspectives de reconfiguration économique. Et Pasquier l'a montré dans sa thèse Le Sénégal dans la seconde moitié du 19e siècle, la crise économique et sociale. C'est-à-dire, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, l'abolition de l'esclavage, la traite aussi qui a été, disons, on a mis fin dès 1815, tout cela commande une nouvelle reconfiguration politique, économique et sociale. On passe, d'une manière générale, de la Compagnie du Sénégal à la future colonie du Sénégal. Et le problème, c'est que jusqu'ici, l'implantation européenne était circonscrite autour des comptoirs fortifiés de commerce. Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Et à partir de la seconde moitié du 19e siècle, sous la pression des maisons bordelaises et marseillaises, les autorités de l'époque ont exigé, disons, ont senti la nécessité de sortir des comptoirs fortifiés de commerce pour pénétrer à l'intérieur, l'interland. Or, jusqu'ici, les effectifs au niveau des armées, des troupes coloniales, étaient éprouvés par les pathologies tropicales, notamment la fièvre jaune, le paludisme et la trypanosomiase humaine. Donc, au déficit des effectifs militaires s'ajoute la nécessité de déployer un personnel adapté au milieu qui puisse faire face aux endémo-épidémies qui, avec un tempo relativement court, soumettaient à rude épreuve les différentes composantes démographiques de la colonie. Et on a estimé qu'il faut prélever des troupes noires en quantité pour faire face aux intempéries, pour faire face aux menaces, disons, auprès des maladies, au niveau des maladies, et ce faisant, pénétrer à l'intérieur du continent et conquérir et pacifier le continent africain. C'est dans ce contexte que, après la pétition des maisons bordelaises et marseillaises, le gouverneur de l'époque, Louis Faidherbe, a senti la nécessité de mettre en place ce bataillon des tirailleurs sénégalais le 21 juillet 1857, qui a été, disons, acté à Plombières par Napoléon III. C'est donc dans ce contexte que fut créé le bataillon des tirailleurs sénégalais. Très bien, c'est donc à la fois pour des questions sanitaires, sécuritaires, économiques, que, n'est-ce pas, ce bataillon d'infanterie, qu'on appela, n'est-ce pas, les tirailleurs, allait voir le jour. Mais pourquoi cette appellation? N'a-t-elle pas une connotation péjorative? Non, je ne pense pas. Parce que tirailleurs, souvent on pense qu'on tire ailleurs. Tirailleurs, c'est un corps, sont des unités d'infanterie qui combattent au sol. D'ailleurs, le pactage et tout le matériel qu'ils portent, en principe, ne devrait pas dépasser 10 kilos. Ce sont des troupes au sol, sollicités pour leur mobilité, mais des défricheurs. Ils ouvrent la voie. Souvent, ils ont des fusils, mais des coupes-coupes. Ils ouvrent la voie pour les autres éléments. Donc, ce n'est pas très péjoratif, même si, au fil du temps, il y a une mutation sémantique qui pense que, bon, ils tirent ailleurs, mais l'expérience a montré que ce sont des unités qui s'adaptent facilement et qui ont fait leurs preuves en montrant de très hauts faits d'armes aussi. Très bien. Donc, c'est bien de comprendre que donc c'était des unités au pactage très léger et qui, n'est-ce pas,
constituent un peu les forces d'harcèlement quoi, sur le terrain. Absolument, c'est ça. Très bien. Maintenant, quels sont les pays d'où venaient principalement ces tirailleurs-là et pourquoi? À l'origine, c'est avant la création de l'Afrique occidentale française, hein, c'est le Soudan, le Haut-Sénégal-Niger, le Niger après, parce que qui était rattaché au Sénégal-Niger, le Sénégal bien sûr, la Guinée, la Côte d'Ivoire, mais une bonne partie provenait de la Haute-Volta. La Haute-Volta a d'abord été rattachée à la Côte d'Ivoire avant d'être une unité administrative autonome. C'est l'essentiel de la troupe. Le Soudan. L'actuel Mali. L'actuel Mali. Le Soudan français, la Haute-Volta, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, évidemment le Niger et toutes les 8 colonies qui vont constituer au fil du temps l'entité de l'Afrique occidentale française. Oui, mais au regard des effectifs, on constate que justement le Niger et la Mauritanie sont sous-représentés. Pourquoi cette situation? Oui, à l'origine, parce que la Mauritanie était rattachée à la colonie du Sénégal pendant longtemps. Donc, comme unité administrative autonome, donc cela a un peu pris du temps. Il n'y a pas beaucoup de tirailleurs mauritaniens. Il s'y ajoute aussi que pour le Niger, c'était la même chose par rapport, disons, au Soudan qui est français. Donc ce sont des créations tardives, parce qu'à l'origine, il y avait 5 colonies. Après, par extension, on en arrive à 8 colonies. Donc c'est ce procédé qui explique au fil du temps, disons, la montée lente de la Mauritanie et du Niger. Et quelles étaient les origines et les conditions sociales de ces tirailleurs, généralement? D'où venaient-ils? Qui étaient-ils, ces tirailleurs? Ils provenaient, ça dépend des contextes. Parce que, à l'origine, 2 méthodes étaient mises en avant pour lever les effectifs. La conscription, qui était à partir des années 1900, disons, obligatoire, le service militaire à partir de 1912. Il y a aussi le volontariat, des gens qui s'engagent comme volontaires, en tenant compte de toutes les retombées positives, la tenue, le fusil, et qui symbolise l'autorité auprès de la communauté. Et après le déclenchement de la Grande Guerre, le recours aux intermédiaires, les chefs religieux et les chefs coutumiers qui ont mis à la disposition de l'autorité coloniale des effectifs enrôlés comme troupes engagées dans la Grande Guerre. Il y a aussi une autre méthode de prélèvement, c'est-à-dire le rachat d'anciens esclaves. Faidherbe l'a expérimenté parce qu'en 1857, disons, les effectifs tournaient autour de 500 tirailleurs, ce qui était très peu. Donc, il fallait contourner ce dispositif et Faidherbe a eu à racheter des esclaves et à les incorporer dans les effectifs. Donc, 4 grandes méthodes ont été utilisées. Le volontariat, la conscription, le recours aux chefs indigènes et aux marabouts, et à l'origine aussi le rachat d'anciens esclaves. Mais est-ce qu'on peut revenir, par exemple, sur la méthode la plus éprouvée et pourquoi? Est-ce que l'apport, par exemple, des chefs religieux, les marabouts, a eu un impact véritablement significatif dans ce recrutement? Ou bien c'est les autres méthodes qui ont valu plus de satisfaction? Cela dépend des contextes.
on saisit le rôle des marabouts, leur poids, leur engagement dans la fourniture des troupes durant la Première Guerre mondiale, notamment à partir de 1914, mais le second appel de 1917, où vraiment il y a un prélèvement consistant de disciples mis à la disposition des autorités coloniales, de l'armée coloniale. C'était une stratégie aussi de coopération, de négociation entre les chefs locaux et, disons, l'administration coloniale. Mais la méthode la plus utilisée, c'est la conscription. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit la conscription? La conscription, c'est, disons, un enrôlement, disons, obligatoire. C'est-à-dire, le service militaire est rendu obligatoire. Et de 20 à 28 ans, tout homme qui remplit les conditions peut et doit être mis à la disposition de l'autorité coloniale, notamment à partir des années 1910, lorsqu'il fallait constituer ce qu'on appelle la force noire avec Mangin. Avec la montée des périls, il fallait gonfler les effectifs. Et si on regarde les statistiques, c'est à partir de ce moment qu'on constate un gonflement consistant des effectifs pour se préparer à un contexte de plus en plus lourd de périls, parce que largement travaillé par les rivalités au niveau de l'Europe, mais aussi par la géopolitique internationale des années 1910. Et nous reviendrons probablement sur l'apport de Blaise Diagne dans ce prélèvement des troupes, n'est-ce pas, vers la fin de l'émission. Mais on voudrait quand même revenir un peu sur... parce qu'il y a eu un débat sur cette question, que véritablement ceux qui étaient justement alors considérés comme tirailleurs venaient pour la plupart du temps de classes modestes, d'anciens esclaves. Ils ont voulu remettre un peu l'ordre social établi, son révolte. Est-ce que ça aussi, ça a eu un impact parmi ces tirailleurs-là? Peut-être à l'origine, mais progressivement, il y a un renversement des tendances. C'est-à-dire, avec l'appel de la Grande Guerre, il y a, disons, un enrôlement massif, volontaire, des fois au niveau des 4 communes. Au niveau des 4 communes, il y a, disons, un enrôlement massif basé sur le volontariat. Mais avec les chefs religieux aussi, il y a une sorte d'anoblissement. C'est-à-dire, les aristocraties vaincues, les chefs religieux ont tendance à mettre à la disposition de l'autorité coloniale leurs fils, leur famille. C'est le cas de Fallou Fall, c'est le cas aussi de capitaine Madembassi, qui est un descendant de El Hadj Omar, c'est le cas de Sidi Ahmed Sy, c'est le cas de Sidi Makhtar Kounta, qui ont regagné les rangs avec l'appel de la Grande Guerre. Donc, je pense que cette lecture ne saurait être perçue dans un contexte déterminé. Ça dépend des époques, des contextes. Si à l'origine, il y a l'enrôlement de certaines classes assez, pas du tout privilégiées, mais à partir du XXe siècle, avec l'éclatement de la Grande Guerre, il y a en quelque sorte un recrutement basé sur la mise à disposition des disciples, de fils de chefs religieux et coutumiers qui ont intégré l'armée coloniale. Mais justement, c'est-à-dire que, parce qu'ils se sentaient français aussi, qu'ils ont accepté aussi d'être enrôlés? Ou bien on leur a fait croire certainement, mais on leur a promis quelque chose après la guerre? Oui, la promesse, ils n'étaient pas français. Ils étaient sous le coup de l'indigénat. Ils étaient assujettis à l'indigénat.
Le travail forcé, les perquisitions et même des fois la deuxième portion du contingent. Parce que seulement le recrutement des tirailleurs aussi s'effectuait après en 2 sections. Une première section déployée au niveau des théâtres d'opération, une deuxième section qu'on appelle la deuxième portion du contingent. La deuxième portion du contingent, ils ne vont pas directement au niveau des théâtres d'opération, mais c'est un corps de soutien qui peut être utilisé dans la construction des chemins de fer, des routes, des travaux publics et mis à la disposition du commandant de cercle et des autorités coloniales. Mais justement, ça dit que cette réquisition dont vous parlez, mais apparemment, c'était lié aussi à ce qu'on a appelé l'internement administratif. Comment on arrivait à contrôler tout ce beau monde-là au niveau de leur territoire? Quels étaient les moyens de surveillance pour que ces gens-là n'évadent pas aussi? Ah oui, parce que l'administration coloniale était très, très bien structurée aussi. Très bien structurée. Non seulement la sécurité intérieure était assurée par les spahis. À côté des tirailleurs sénégalais, il y a un corps spécialisé dans la sécurité intérieure. La police, quoi, au quotidien. La police, mais c'est plutôt la gendarmerie. Parce que la police, elle est plutôt urbaine. Mais ici, les spahis ceinturent en quelque sorte, SM, tout le territoire colonial. C'est l'ancêtre de la gendarmerie. Et ce corps a été mis en place dès 1843 par le gouverneur Boué-Willemetz. Et c'était une copie du modèle plus ou moins algérien. Plus ou moins algérien. Donc, c'était une administration bien structurée, hiérarchisée, avec un commandement articulé de manière hiérarchique, avec aussi, disons, les services aussi de contrôle, les services secrets aussi. Donc, ce qui fait que, avec les locaux, la chefferie indigène, le commandement territorial, colonial, ils arrivaient à contenir et à contrôler la population. Surtout qu'articulé à la capitation, ça devenait un autre enjeu. Ah oui, un autre enjeu. Parce que le contrôle aussi était lié à la capitation, à l'impôt. Et la naissance de la carte d'identité. Ah oui, la naissance de la carte d'identité. Donc il y a un contexte historique qui l'explique. Ah oui, il y a un contexte qui l'explique. Parce que le carnet sanitaire, la carte d'identité, le passeport sanitaire constituent des éléments de contrôle. Ce que Foucault appelle en quelque sorte le biopouvoir. C'est-à-dire à partir de l'anthropométrie, le service anthropométrique de la police, on peut identifier les individus. On identifie. Vous avez une identité. On sait où est-ce que vous habitez, qui est votre père, qui est votre mère, qui est votre frère, votre sœur. Si vous échappez, ils viennent prendre votre père ou votre mère. Donc, il y avait un système coercitif qui permet de contrôler autant soit peu la population. Mais je crois que cet aspect aussi de la colonisation n'est pas très connu. Ce pouvoir coercitif avec une administration bien articulée, bien nivelée, qui tourne autour souvent de l'internement administratif. Je crois aussi que c'est des aspects à développer. Mais je crois que vous aussi, historien, vous êtes interpellé. Je crois que là, c'est des pages à éclairer. Véritablement, on se disait, mais comment ils arrivaient à contrôler tout ce beau monde? Ah oui, ils avaient d'honorables correspondants partout. Ils avaient des correspondants. Honorables correspondants, c'est le service secret. Honorables correspondants. Voilà, les honorables correspondants qui remontaient les informations. Et là, ils avaient toutes les informations. À temps réel. À temps réel. Évidemment, ça dépend des contextes. Avant le télégraphe, la radio, etc., ils avaient des canaux plus ou moins informels, les bergers, les gens qui circulent. Donc ça aussi, c'est un dispositif de contrôle des populations.
Très bien. Je crois que nous aurons peut-être l'occasion, dans une émission, d'élargir toutes ces problématiques-là. Maintenant, venons-en à nos tirailleurs. Mais quelles ont été les causes profondes de leur utilisation dans la Grande Guerre? Oui, vous savez, la spécificité de la Grande Guerre, c'est la naissance de l'arrière. Parce que De l'arrière. l'arrière, Oui, c'est ça de l'arrière. l'arrière, c'est-à-dire jusqu'ici, jusqu'en 1914, les différentes guerres se déroulaient au niveau des théâtres d'opération. Waterloo, Crimée, Sadowa, c'est au niveau des théâtres d'opération. C'est des guerres de position, des armées qui se confrontent. Mais la nouveauté de la Première Guerre mondiale, c'est l'appel au loin. Ce qui se passe derrière les théâtres d'opération. Et ce qui se passe derrière les théâtres d'opération, c'est l'émergence de l'économie de guerre et de la guerre économique. Mais aussi Et de la guerre économique. et de la guerre économique. Oui. L'économie de guerre, c'est réajuster l'économie en fonction du contexte et des exigences des demandes de la guerre. Avec la guerre, on enrôle les femmes dans les usines parce que les hommes sont au front. Il faut faire fonctionner la machine, l'industrie. Et c'est sur cela que les chars Renault ont révolutionné et ont eu l'issue, disons, ont été décisifs sur l'issue de la Grande Guerre. Mais aussi l'appel, c'est l'appel au loin. L'appel au loin, c'est appeler l'empire colonial. L'appel, c'est retourner vers les empires, prélever démographiquement, mais aussi prélever économiquement pour soutenir les théâtres d'opération. Donc, ce qui se passe à l'arrière a été décisif au niveau des théâtres d'opération. C'est pourquoi l'émergence de la notion d'arrière constitue une donnée majeure de la Grande Guerre. Et la guerre économique? La guerre économique, c'est le blocus. Le blocus. À Dakar, à un certain moment, évidemment, c'était plus visible durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Vichy, Dakar s'est rangé du côté de Vichy, les navires anglais et alliés ont encerclé Dakar et exercé un blocus économique. Beaucoup. Ah oui, les bateaux ne venaient pas, les bateaux n'arrivaient pas, n'entraient pas. Et avec cela, cela crée sur la psychologie des populations, c'est pour les pousser à la révolte, au mécontentement. Très bien. Mais est-ce que ces tirailleurs-là étaient opérationnels au moment où ils étaient enrôlés pour la Grande Guerre? J'avoue que durant la Grande Guerre, les formations étaient sommaires, assez sommaires quand même. Parce qu'en général, les troupes étaient prélevées, convoyées au niveau des gares, les escales, et, disons, en direction du port de Dakar. Évidemment, à Thiaroye, ils subissaient une formation au niveau de Dakar, une formation assez brève quand même, assez brève, parce que ça dépend du contexte. D'où donc le terme cher à Kano, naturellement, ou bien c'est trop exagéré. Cher à Kano, oui, c'est vrai que des fois, leur utilisation peut faire penser à cela, notamment lors de la bataille du Mont des Singes et du Chemin des Dames. Lorsque, disons, Mangin a été relevé et Nivelle aussi, disons, mis en avant. Oui. Donc, cela a suscité un débat au niveau de l'opinion publique française, au niveau de l'Assemblée nationale. Blaise Diagne s'est saisi de l'affaire et l'alternative, c'est ce qu'on appelle le système de l'amalgame. Le système de l'amalgame, c'est la mixité des troupes, les zouaves, les unités. On les mixe. On ne sépare pas, on met là-bas les tirailleurs à côté, l'infanterie de marine là-bas, les zouaves, les bigorres. Non. On les met ensemble, on les mixe. C'est ce qu'on appelle le système de l'amalgame. Et ce système de l'amalgame a été
disons, utilisés après la bataille du chemin des dames, dans le corps expéditionnaire d'Orient aussi. Très bien. Je crois que donc, cher Akano, peut-être c'est une forme d'emphase. C'est trop dire ou bien c'est parce qu'à un moment donné qu'on pouvait qualifier ça de cher Akano. Ah oui, à un certain moment, le chemin des dames, l'effort qu'on a demandé aux tirailleurs de conquérir une crête en altitude, si on interroge l'altimétrie et la topographie, c'était des positions extrêmement difficiles à conquérir. Et ils étaient en bas, on les a sommés de conquérir des sommets. Alors que les Allemands étaient en haut, ça a été un carnage. C'est la même chose avec le bois juif, le bois madame et la bataille de Savière en Picardie. Dans ce cas, certains ont estimé qu'on les utilise de trop, on les expose de trop, et c'est de la chair à canon. Très bien. Et aussi au niveau des équipements, aussi, parce que c'était sommaire, porté par le casque militaire, c'était le chéchia, etc. Et c'est ça aussi, c'est une façon d'exagérer un peu les faits, ou bien historiquement, c'est la vérité? Oui, le chéchia, des fois, oui, mais souvent au front, il portait le casque aussi. Il portait le casque. Ah oui, il portait le casque au front. Souvent. Mais des fois, ils ont une vêture qui les distingue des autres unités, même si dans certains corps, le chéchia était visible. Mais engagé souvent dans les tranchées, on peut voir des tirailleurs avec des casques, même si des fois aussi il faut... On a dit aussi le temps n'était pas aussi en leur faveur, les rigueurs, n'est-ce pas, du temps, le froid notamment. Ah oui, et beaucoup ont été décimés par les rigueurs du climat. Le froid, le gel l'hiver. Ensuite, les conditions d'alimentation, la vêture aussi, l'acclimatement, qui constituait une entrave à l'opérationnalité, disons, des troupes. Ce qui fait que justement, beaucoup ont été décimés par le froid, surtout la tuberculose, qui constituait une endémo-épidémie qui ravageait les troupes, notamment les troupes des tirailleurs engagés, disons, dans les fronts en Europe. Très bien. Donc, en tout cas, beaucoup de facteurs expliqués donc ces pertes en grande quantité, quoi. Maintenant, est-ce qu'on a une idée sur les chiffres avant, pendant et après, n'est-ce pas, la Grande Guerre? Oui, c'est-à-dire avant la Grande Guerre, en 1857, on estime qu'il y avait 500 tirailleurs. En 1886, lors de la bataille de Dekle, etc., donc on était à 1600. En 1895, la création de l'Afrique occidentale française, on est autour de 6000. En 1914, maintenant, avec le prélèvement, on tourne autour de 14 790. Et 1920, effectivement, ce sont des effectifs, disons, qui sont identifiés, intégrés dans l'armée, des effectifs qui peuvent être gonflés sensiblement avec les enrôlements. Parce qu'avec la deuxième campagne de 1917, on se retrouve au total avec au moins 200 000 tirailleurs. Au total, 200 000 tirailleurs, l'armée coloniale engagée dans la Grande Guerre. Et, disons, la tournée de Blaise Diagne a été sanctionnée par une montée en puissance des effectifs. Blaise, le sommet exigé tournait autour de 40 000. Blaise a prélevé au moins 60 000 tirailleurs. On va y revenir sur cet épisode. Maintenant, est-ce qu'on a une idée de leur classe d'âge, ces militaires, quel était leur âge? Ensuite, quels ont été les champs de bataille?
qu'ils ont le plus fréquenté, où il y a eu véritablement des faits d'armes remarquables qu'on peut noter? Oui, l'âge c'est entre 20 et 28 ans, hein, mais à y regarder de plus près, on se rend compte que beaucoup étaient très jeunes. Moi, j'ai été au cimetière de Tchanakale, où le corps expéditionnaire d'Orient, qui avait incorporé beaucoup de tirailleurs, mais quand on fait des statistiques au niveau des sépultures, on se rend compte qu'il y avait des très jeunes, 16 ans, 18 ans. Ah oui, très jeunes, très jeunes, très jeunes, très jeunes. Donc, autour de 18 ans jusqu'à 28 ans. En général, c'est le gros des effectifs. C'est le gros des effectifs. Maintenant, les théâtres d'opération, c'est 2 théâtres durant la Grande Guerre. Le front occidental et le front oriental. Le front occidental, les grandes batailles, c'est Verdun. Ce sont les Ardennes. C'est la bataille de la Somme. l'Aisne, Reims, Amiens, le chemin des Dames. Mais il y a une bataille qui a été occultée par l'historiographie, c'est-à-dire la bataille de Picardie. De Picardie. La bataille de Picardie. Quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est la 128e division, ce qu'on appelle la division des loups. Parce que c'est une division qui devait stopper la pénétration allemande parce qu'on est à 70 km de Paris. À 70 km de Paris. Ça. Ah oui, 70 aux portes de Paris. Or, il fallait défendre Paris, vaille que vaille. La 128e division, qu'on appelle des loups, devant, disons, la poussée allemande, le commandement a fait appel aux tirailleurs. Le 36e bataillon d'infanterie, bataillon des tirailleurs sénégalais, le 75e et le 118e en renfort. Donc, on les amène de Paris par camion, par train. Ensuite, ils sont basés à Soissons. Et ils viennent appuyer la division des loups. Et sur 3 fronts, le bois des Juifs, le bois Madame et la bataille de la Savière. C'est une vallée avec une altimétrie surplombée par bois Madame et bois des Juifs qu'il fallait défendre vaille que vaille et stopper la poussée allemande. Alors, ce qui s'est passé, les tirailleurs ont été déployés vers le haut, encerclés par les Allemands. Ils ont été décimés. Et les derniers ont pu débloquer la situation par des corps à corps. C'était avec des couteaux qui se sont... Ah oui, ils ont stoppé héroïquement la poussée allemande avec Mangin là-bas, parce que Mangin a été rappelé pour commander cette division. Il a fait cette théorie-là autour des Noirs, là, cette force noire. Ah oui, cette force noire. Et là, ça a été héroïque autour de Corcy, Soissons, Moselle, avec une mutinerie le 13 août 1917. Une mutinerie qui se solde par 2 condamnations à mort. Yataray et Bala Traoré, qui ont été condamnés à mort. Pour avoir Ah oui, ils se sont mutinés. Ils se sont mutinés à Soissons. Ils ont refusé d'exécuter l'ordre militaire. Parce que justement, il y avait la relève. C'est-à-dire, il y a une base d'attente. Ceux qui sont au front, pendant quelques jours, il faut qu'ils se reposent et il y a une relève. Donc, on les a surutilisés. Le 60e bataillon, 61e bataillon des tirailleurs sénégalais, on ne leur a pas donné du repos et ils ont refusé de rejoindre. Ils sont de quelle nationalité? Ah oui, mais... Au-delà du terme générique tirailleurs sénégalais, ils étaient voltaïques. Voltaïques, surtout nigériens. Yatasai était nigérien, Bala Traoré était guinéen,
Donc, c'était surtout les Soudanais, les Guinéens, les Voltaïques de l'époque, les Sénégalais et les Ivoiriens. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité justement de cette bataille, n'est-ce pas, du chemin des dames? Le chemin des dames, c'est utiliser, surestimer, disons, la force noire. Leur demander l'impossible. Quand on interroge l'altimétrie, la topographie, il fallait conquérir le sommet, la crête du mont des Singes, sur laquelle étaient positionnées les troupes allemandes, avec une artillerie sans commune mesure. Et le premier jour et le deuxième jour, l'effectif a été laminé par les Allemands. Parce que ils sont en haut, ils contrôlent ce qui se passe en bas. Ça rappelle un peu la bataille de Djembemfou. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Et cela a fait un tollé au niveau de l'opinion publique, qui a attiré l'attention de l'Assemblée nationale, du Sénat, sur l'utilisation excessive des tirailleurs. Donc, certains pensent que c'est, disons, une chair à canon. Une chair à canon. Au-delà, donc, il y a eu des illustrations, au-delà même de ce sur-emploi, ou bien Nivelle et Mangin ont simplement voulu peut-être prouver que la force noire était une réalité, quoi. Ah oui, c'est ça. Vous savez, au niveau de l'état-major aussi, souvent, il y a Mangin, la force noire, c'est sa paternité. Absolument. Il y croyait. Il les décrivait comme de véritables lions qui ne reculent devant rien. Il les a formés dans cette perspective et à un certain moment, avec, disons, les contextes, il les a utilisés. Il en a abusé. Il en a abusé. Très bien. Maintenant, nous allons revenir rapidement sur le rôle qu'a joué Blaise Diagne parce que son nom est intimement lié, n'est-ce pas, à l'effort de guerre, à n'est-ce pas, cet enrôlement massif. Mais qu'est-ce qui a fait que Blaise Diagne a connu ces succès-là? Il est même allé au-delà des résultats escomptés. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, parce que Blaise venait d'être élu aussi. C'était le premier député noir. Pour la première fois, un noir accède à la députation. Il détrône Carpeaux, les Mulattes de Saint-Louis, qui contrôlent la vie municipale, la vie politique depuis le 19e siècle. C'était une véritable révolution, comme l'a si bien dit le professeur Iba Der Thiam. Ensuite, les Noirs se reconnaissaient auprès de Blaise Diagne. Ensuite, Blaise aussi, son histoire, disons, si vous lisez le Jazaoul Zakor de Serigne Moussaka, ses relations avec Serigne Touba, la sollicitation, l'aide, l'assistance au guide. Ah oui. Par Serigne Touba? Ah oui, au Gabon. Ah oui. Au Gabon, si vous lisez le Jazaoul Zakor, il a aidé, il a mené. Ah oui. Ah ouais. Les conditions, n'est-ce pas, de sa libération. De sa libération, même quand il était au Gabon, il lui fournissait de l'encre, du papier, et il a certainement usé de son entre-gens pour, évidemment, faciliter le retour du cheikh. Donc, il bénéficiait d'une sorte d'aura au niveau des communautés religieuses, notamment mourides. C'est pourquoi les autorités coloniales ont senti que c'était une arme qu'on pouvait utiliser pour faire face au déficit des effectifs. Et lorsqu'on l'a amené au niveau des familles religieuses, cela a été couronné d'un succès retentissant avec une montée en flèche des effectifs. Donc sa stratégie, c'était quoi au fait? Sa stratégie, c'est, disons, de négocier avec l'administration coloniale, mais aussi les guides religieux, c'est-à-dire plus de liberté parce que la majeure partie était sous contrôle aussi, plus de liberté. Ensuite, négocier aussi. Et pour l'après-guerre, les acquis démocratiques qui devaient
se profiler à l'horizon après la Grande Guerre. Mais, au bout du compte, ces attentes ont été déçues par rapport à la position des autorités coloniales. Je crois que donc il y a eu cet enthousiasme du moins, avec l'idée selon laquelle, après la guerre, il y aurait plus de liberté, il y aurait plus de, peut-être davantage, n'est-ce pas, pour les colonies, pour ceux qui étaient dans l'indigénat. C'était ça un peu cela ou bien? Ah oui, c'est ça. Hein. L'indigénat se poursuit. L'indigénat se poursuit. Le travail forcé se poursuit. Et Blaise, même vers les années 1930, à la fin des années 1920, a été en quelque sorte le défenseur aussi des grands lobbies des maisons de commerce bordelaises et marseillaises. Hein. Et il a, à un certain moment, plaidé pour le maintien du dispositif coercitif colonial. Ce qui explique, hein, en quelque sorte, l'opposition des nouveaux nationalistes comme Lamine Senghor, qui pensaient que Blaise jouait le jeu des colonisateurs. Oui, pour beaucoup d'analystes, d'ailleurs, c'est lui le père un peu de la corruption dans notre administration, dans notre pays. Il a tellement promis, il n'a rien tenu. C'était juste pour se faire un nom et peut-être se faire adouber en France. C'est ce qui fait que donc il n'hésitait sur rien. En tout cas, l'essentiel que sa stratégie puisse passer, quoi. Je ne le dirais pas comme ça. On a eu des acquis quand même. On a eu des acquis. L'après-guerre, par exemple, lorsque dans le bureau du président du Conseil, président Clémenceau, avec Aristide Le Dantec, Blaise a plaidé pour une humanisation du sort des colonisés. Et Clémenceau demande à Blaise qu'est-ce qu'on peut faire pour les colonies. Parce que ceux qui sont morts dans cette guerre, dit Clémenceau, ont des droits sur les Européens et les Européens ont des devoirs sur les Africains. Et pendant la discussion, il demande à Aristide, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Aristide Dantec lui dit, mais créons une école africaine de médecine. C'est ça l'histoire de la première école africaine de médecine qui commence le 1er novembre 1918. Ok, c'est juste donc une sorte de récompense. De récompense. Évidemment, il ne faudrait pas aussi occulter le fait que, avec le projet de mise en valeur des colonies, il fallait fructifier le capital humain, développer le capital humain pour faire fructifier le capital argent. Il faut une population solide, en bonne santé, vigoureuse, qu'on peut mettre au travail et faire fonctionner l'économie coloniale. Très bien. Je crois que comme nous devons avoir 2 autres entretiens, nous allons peut-être terminer un peu sur la perception que les populations françaises avaient des tirailleurs avant peut-être de vous demander votre mot de la fin. Oui, c'est ça, c'est le contexte. C'est le contexte. C'est un débat parce que, vous savez, le système colonial, c'est la racialisation de l'humanité. Les races supérieures, les races moyennes et les races inférieures. La race noire, c'est la race inférieure. Absolument. La race moyenne, c'est les juifs. Oui. Donc, c'est ça. C'est la théorie des races a été même appliquée dans la colonie. Hein. Le gouverneur Carle disait qu'il faut, disons, promouvoir l'élevage des Noirs. Faire du noir en quantité et en qualité. Donc, cette perception, les expositions coloniales ont retenti sur la perception de l'Afrique, l'exotisme, l'ailleurs, qui intrigue, qui surprend, mais aussi qui est infériorisé. Le tirailleur, c'est Banania, Yabon, etc. Et il y a un journaliste, Albert Londres, qui a fait
des récits et des articles sur la première impression que les populations européennes ont des tirailleurs qui défilent une fois débarqués au port et qui défilent dans les rues de France. Mais pour certains, c'était des Martiens. Des gens fuyaient, ils ne connaissaient pas. C'était une découverte extraordinaire. Insolite. Insolite. Comme des extraterrestres qui débarquent pour la première fois. Vous savez, à l'époque aussi, la France rurale, il n'y avait pas d'avion ni de véhicules. Donc, c'est une découverte extraordinaire. Mêlée d'exotisme, des gens qui viennent voir est-ce que ce qui est noir, c'est du charbon, etc. Bon, donc il fait un papier extraordinaire. Et au bout du compte, il montre que le rôle et la contribution de ces gens qui ont été minimisés, qui ont été, disons, mis sur le placard, la contribution de ces tirailleurs à l'éclosion du monde libre et de la démocratie. Absolument. Donc, à l'éclosion du monde libre et de la démocratie. Votre mot de la fin, parce que nous aurons d'autres séries, Inch'Allah. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, parce que cet ouvrage, je l'ai... Autour des tirailleurs sénégalais 14-18. Voilà. Mémoire locale, mémoire globale. Voilà, c'est un de mes derniers ouvrages que j'ai coproduit avec des amis de Reste en Valois, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'ancienne Picardie. Et on a construit un projet interscolaire et des écoles élémentaires de ces régions intègrent dans les curricula l'histoire des tirailleurs. C'est une nouveauté, ça. Ah oui. Une grande avancée. Ils ont fait une exposition extraordinaire de la maternelle à l'élémentaire sur toute l'historique des tirailleurs de 1857 jusqu'en 1965. Donc, on a travaillé avec Dampleux, Fertel-Milon, Villers-Cotterêts, et progressivement, on a intégré l'histoire des tirailleurs dans les curricula. Donc, je pense que c'est ça. Ce qui est important, c'est ce devoir de mémoire, la reconnaissance de ces gens qui ont, de manière significative, donné leur vie, leur sang, pour qu'aujourd'hui, la démocratie, disons, règne partout en Europe. Mais aussi, au-delà de ce devoir de mémoire, le travail de mémoire, c'est-à-dire la transmission de cette mémoire de génération en génération. Et ensemble, nous projeter dans l'avenir avec la volonté de mémoire, cette volonté partagée d'assumer cette histoire, malgré des fois les douleurs, malgré, disons, l'amertume, assumer cette histoire dans le futur. Donc, assumer cette histoire dans le futur, ce dialogue intergénérationnel que vous appelez donc de tous vos voeux, c'est entre autres l'un des objectifs de cette émission. Car il est important, ça a été un grand plaisir donc de faire la première partie avec M. Ndao. Il reviendra, n'est-ce pas, pour nous parler plus spécifiquement alors des clichés et autres avatars qui sont liés un peu, qui ont été entretenus à propos de ces tirailleurs-là. Ensuite, aborder les études de cas, comme on dit, les tirailleurs sénégalais qui sont tirés sur le volet et qui seront peut-être un peu... Alors, on va les faire découvrir leur parcours, leur itinéraire, etc., etc. En fait, avant de terminer globalement, lors d'une troisième émission, n'est-ce pas, sur l'apport, n'est-ce pas, des tirailleurs dans les deux guerres. Je crois que M. Ndao, vous nous accordez cela. Avec plaisir, avec ravissement. Voilà, chers téléspectateurs, donc nous voici donc au terme de notre entretien. Ça a été un grand plaisir donc de découvrir M. Ndao, un spécialiste, n'est-ce pas, des questions militaires. Je crois que dans la présentation, je l'ai dit, l'histoire militaire, c'est ça. Donc, et je crois que nous avons eu droit à des informations de premier mai dans cette émission d'aujourd'hui. Alors, nous le remercions vivement et d'ici là, nous vous demandons
alors de continuer à suivre les émissions, n'est-ce pas, de Canal Éducation. Merci.